Au plus profond de notre cerveau, des milliards de neurones s'activent pour créer nos pensées. Ça, c'est la version classique. Mais et si ce n'était que la moitié de l'histoire? Aujourd'hui, on va explorer une idée qui bouscule tout. Et si la conscience n'était pas produite par notre cerveau, mais plutôt captée par lui? Un peu comme une radio qui capte une onde. C'est un voyage aux frontières de la physique, de la biologie et de la philosophie. Alors, c'est parti. Tout part d'une question un peu folle, il faut l'avouer. Imaginez un instant, et si l'esprit humain N'était pas seulement le fruit de la chimie à l'intérieur de notre crâne? Et si au fond, la conscience était une sorte de propriété fondamentale de l'univers, une chose qui existe partout et que notre cerveau ne ferait que canaliser? C'est une pensée vertigineuse, et c'est exactement là-dedans qu'on plonge aujourd'hui. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet avec le cœur même de cette idée. C'est une hypothèse qui, si elle s'avère juste, pourrait bien tout changer sur la manière dont on perçoit nos propres pensées. Voilà le postulat de base. C'est simple, mais radical. Il faut oublier l'image du cerveau-usine qui fabrique la conscience. À la place, il faudrait plutôt l'imaginer comme une antenne super sophistiquée. L'émission, c'est-à-dire la conscience elle-même, existerait déjà partout, dans la trame de l'univers, au même titre que l'espace-temps ou la gravité. Le cerveau, lui, ne ferait que capter ce signal et le traduire en expérience personnelle. Et ce changement de perspective, il est résumé dans une phrase qui frappe, vraiment. C'est une citation qui dit « Vous n'êtes pas un corps ayant produit de la conscience par hasard, mais de la conscience utilisant provisoirement un corps pour se percevoir elle-même. » Ça inverse complètement la logique habituelle. On ne serait plus le créateur de sa conscience, mais son véhicule. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on en arrive à envisager une idée aussi étrange? Eh bien, c'est parce que la science conventionnelle se heurte à un mur, un mystère immense qu'on appelle le problème difficile. Le voilà, ce fameux problème. En gros, comment est-ce que des milliards de neurones qui s'envoient des petits signaux électriques, un processus purement physique, objectif, mesurable, comment est-ce que ça peut donner naissance à l'expérience intérieure, subjective, de voir la couleur rouge, de sentir l'odeur du café ou de ressentir de la joie? Personne n'a de réponse solide. C'est ce fossé immense entre la matière et le ressenti. Et cette image illustre parfaitement ce fossé. D'un côté, on a le monde physique, objectif. La danse des atomes, les signaux électriques, la biochimie, des choses qu'on peut décrire avec des équations. Et de l'autre, le monde subjectif, intérieur. La saveur du chocolat, ce sentiment si particulier de la nostalgie. La science est excellente pour décrire le premier, mais elle peine à expliquer comment il se transforme en le second. C'est là que le modèle classique craque un peu. Et c'est justement dans cette fissure, dans ce non-dit de la science, que certains chercheurs pensent avoir trouvé une piste. Une piste qui nous vient du monde le plus bizarre et fondamental qu'on connaisse, le monde quantique. Alors, cette hypothèse, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur les travaux de deux figures majeures. D'un côté, Sir Roger Penrose, un immense physicien, qui a suggéré que la conscience n'est pas juste biologique, mais qu'elle est liée à un processus fondamental de la physique quantique. De l'autre, Stuart Hameroff, un anesthésiste, qui s'est demandé où, dans le cerveau, ça pourrait se passer. Et il a proposé un lieu très précis, les microtubules, des structures minuscules au cœur même de nos neurones. De la rencontre de ces deux esprits est donc née une théorie. Elle a un nom un peu barbare, je vous préviens, mais l'idée derrière est presque poétique. C'est l'hypothèse Orch-OR. Orch-OR, ça veut dire réduction objective orchestrée. Bon, pour faire simple, l'idée, c'est que dans nos neurones, l'information pourrait exister en plusieurs états à la fois. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Et chaque fois que toutes ces possibilités s'effondrent pour n'en choisir qu'une seule, eh bien, un moment de conscience serait créé. Le cerveau agirait donc comme un gigantesque orchestre quantique qui jouerait la symphonie de notre esprit. Alors, concrètement, comment ça se passerait? Le processus se déroulerait en deux temps, qui se répéteraient à une vitesse folle. D'abord, la superposition. À l'intérieur des microtubules, une multitude de possibilités coexistent en même temps. Et puis, la réduction. Tout ce nuage de possibilités s'effondre d'un coup en une seule réalité concrète. Et selon la théorie, chaque effondrement de ce type est un flash de conscience. Et c'est la succession ultra rapide de ces flashs qui créerait le film continu de notre pensée. Il y a une métaphore qui résume ça à la perfection et qui dit que la conscience serait le résultat d'un gigantesque concert quantique orchestré dans vos microtubules. C'est une image incroyablement belle de ce qui pourrait se passer dans notre tête à chaque instant. Mais attention, c'est là qu'il faut être prudent. Aussi belle et séduisante que soit cette théorie, elle est très très loin de faire l'unanimité dans le monde scientifique. C'est donc crucial de regarder les arguments contre avec le même sérieux. Le principal reproche, en fait, il est d'ordre physique. Pour la majorité des physiciens, le cerveau est un environnement beaucoup trop chaud, humide et bruyant pour que des phénomènes quantiques puissent y survivre. Ces états quantiques sont extrêmement fragiles. Dans le cerveau, ils se dissiperaient quasi instantanément.
C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et ça, c'est vraiment l'obstacle numéro 1 de la théorie, sans même parler du fait que beaucoup de scientifiques pensent que cette idée de proto-conscience universelle est juste une complication inutile. Donc, pour être bien clair sur où on en est aujourd'hui, Orseror est une hypothèse. C'est une spéculation brillante, fascinante, qui ouvre des portes incroyables, mais qui, à ce jour, reste non prouvée et se heurte à des objections scientifiques très sérieuses. Mais mettons ces objections de côté, un tout petit instant, juste pour l'exercice de pensée. Imaginons qu'ils aient raison, Penrose et Ameroff. Même un peu. Les implications ne seraient pas juste biologiques, elles seraient cosmiques. Si c'était vrai, ça changerait absolument tout. Notre conscience ne serait plus cette petite chose isolée enfermée dans une boîte crânienne. Elle serait une sorte de fenêtre sur l'univers. Et la question fondamentale de notre existence ne serait plus « quel est mon but ?», mais deviendrait quelque chose de beaucoup plus grand. Quelle expérience l'univers est-il en train de faire à travers moi ? Ce qui nous amène à une pensée finale, qui donne le vertige, et qui est au cœur de cette théorie. Vous êtes une expression locale d'un processus cosmique qui cherche à se connaître. Vu comme ça, on n'est plus des accidents biologiques sur une planète perdue, mais des participants actifs à la grande prise de conscience de l'univers lui-même. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question qui est peut-être la plus fondamentale de toutes. Si notre conscience est bel et bien connectée à la trame de l'univers, alors où se termine le vous et où commence le reste ? La frontière devient soudain très, très floue. Merci d'avoir suivi cette exploration.